Vous écoutez France Culture. Bonjour à tous et bienvenue sur les nouveaux chemins. Hey, you know what? Diffusés tous les jours de 10 à 11, les nouveaux chemins sont réalisés par Midia Portis-Guérin, Emmanuel Morse-Duncan à la technique. Ils sont préparés par Anne-Catherine Lochard. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la philosophe Juliette Grange, Pierre Muchot, professeur en sciences de l'information, Philippe Régnier, historien de la littérature, tous trois maîtres d'œuvre de l'édition des œuvres complètes de Saint-Simon. Il leur aura fallu 8 ans pour réaliser leur rêve. Ils se sont mis à 4 pour mettre sur pied une édition des œuvres complètes de Henri Saint-Simon, 1760-1825. Cette entreprise éditoriale hors du commun arrive à point nommé. Car Saint-Simon est le premier grand penseur français du changement social et de la société industrielle. C'est un mutant qui voulait en finir avec la politique classique et mener à son terme la Révolution française. L'auteur du Catéchisme des industriels, 1823-1824, est donc l'homme de la situation. Il peut nous aider, après la tempête néolibérale, à conserver et améliorer nos chaînes de valeur qui font appel à un capital humain d'ouvriers qualifiés, de techniciens et d'ingénieurs compétents. Il peut nous aider à recouvrer une certaine confiance envers l'avenir. Le coffret a été envoyé à François Hollande, qui en a accusé réception et admiré, paraît-il, la facture de l'édition. C'est parce qu'il ne venait pas à bout de la crise politique, morale et sociale qu'il traversait que Saint-Simon a envisagé, pour son époque, et aussi inventé, comment il était possible de régénérer la société sans la détruire. L'œuvre de Saint-Simon est hors norme. C'est une œuvre carrefour que l'on confond souvent avec celle de son ancêtre, le mémorialiste, que l'on amalgame parfois à ses disciples fidèles ou infidèles, les Saint-Simoniens de Ménilmontant ou des Beaux-Quartiers. Ceci est une erreur profonde, car Saint-Simon est un pionnier, un vrai précurseur. En se prononçant pour un capitalisme industriel équitable ainsi qu'une propriété sociale respectueuse du travail, il rétablit la compétence de tous, il décharge la société des consommateurs non producteurs, il réactive l'esprit du socialisme. Nous avons 1 heure pour prendre la mesure de cet événement. Nous supposons que la France perde subitement ses 50 premiers physiciens, ses 50 premiers chimistes, ses 50 premiers physiologistes, ses 50 premiers mathématiciens, ses 50 premiers poètes, ses 50 premiers peintres, ses 50 premiers sculpteurs, ses 50 premiers musiciens, ses 50 premiers littérateurs, ses 50 premiers mécaniciens, ses 50 premiers ingénieurs civils et militaires, ses 50 premiers artilleurs, ses 50 premiers architectes, ses 50 premiers médecins, ses 50 premiers chirurgiens, ses 50 premiers pharmaciens, ses 50 premiers marins, ses 50 premiers horlogers, ses 50 premiers banquiers, ses 200 premiers négociants, ses 600 premiers cultivateurs, ses 50 premiers maîtres de forge, ses 50 premiers fabricants d'armes, ses 50 premiers tanneurs, ses 50 premiers teinturiers, ses 50 premiers mineurs, ses 50 premiers fabricants de coton, ses 50 premiers fabricants de soieries, ses 50 premiers fabricants de toiles, ses 50 premiers fabricants de quincaillerie, ses 50 premiers fabricants de faïence et de porcelaine, ses 50 premiers fabricants de cristaux et de verreries, ses 50 premiers armateurs, ses 50 premières maisons de roulage, ses 50 premiers imprimeurs, ses 50 premiers graveurs, ses 50 premiers orfèvres et autres travailleurs en métaux, ses 50 premiers maçons, ses 50 premiers charpentiers, ses 50 premiers menuisiers, ses 50 premiers maréchaux, ses 50 premiers serruriers, ses 50 premiers couteliers,
ses 50 premiers fondeurs et les 100 autres personnes de divers états non désignés, les plus capables dans les sciences, dans les beaux-arts et dans les arts et métiers, faisant en tout les 3000 premiers savants, artistes et artisans de France. Comme ces hommes sont les Français les plus essentiellement producteurs, ceux qui donnent les produits les plus importants, ceux qui dirigent les travaux les plus utiles à la nation et qui la rendent productive dans les sciences, dans les beaux-arts et dans les arts et métiers, ils sont réellement la fleur de la société française. Ils sont de tous les Français les plus utiles à leur pays, ceux qui lui procurent le plus de gloire, qui hâtent le plus sa civilisation ainsi que sa prospérité. La nation deviendrait un corps sans âme à l'instant où elle les perdrait. Elle tomberait immédiatement dans un état d'infériorité vis-à-vis des nations dont elle est aujourd'hui la rivale, et elle continuerait à rester subalterne à leur égard tant qu'elle n'aurait pas réparé cette perte, tant qu'il ne lui aurait pas repoussé une tête. Il faudrait à la France au moins une génération entière pour réparer ce malheur, car les hommes qui se distinguent dans les travaux d'une utilité positive sont de véritables anomalies, et la nature n'est pas prodigue d'anomalies, surtout de celles de cette espèce. Oui, nous avons commencé cette émission par écouter un texte de Saint-Simon, donc Saint-Simon, le père, entre guillemets. On va voir si c'est vraiment vrai, du socialisme, mais que d'aucuns ont qualifié de socialisme utopique, mais surtout le père de l'industrialisme, c'est-à-dire d'une nouvelle conception de la société, une nouvelle organisation de la société fondée essentiellement sur la compétence des industrieux, c'est-à-dire des producteurs. Alors nous avons une heure pour essayer de décrypter et à la fois de faire connaître Saint-Simon, dans la mesure où la parution des œuvres complètes aux presses universitaires de France, dans un très beau coffret de 49 € en librairie, est un véritable événement éditorial, comme je le soulignais. Alors bonjour à vous, Juliette Grange. Bonjour. Vous êtes donc professeur à François Rabelais de Tours. En face de vous, bonjour Pierre Mussot. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Rennes, ainsi que professeur à Télécom Paris Tech. Et en face de vous également, Philippe Régnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le littéraire du groupe, vous êtes directeur de recherche au CNRS de l'unité de recherche LIRE. Et il y a une quatrième personne qui n'est pas dans le studio, mais il faut la nommer quand même, Franck Yonnet, qui a également participé à l'élaboration de ces œuvres complètes. Alors je disais Saint-Simon, œuvre hors norme, et peut-être pour présenter d'abord l'homme qui fut un aventurier, qui fut quelqu'un qui participa à la guerre d'indépendance des États-Unis, donc à la fois un homme d'action et aussi un penseur, mais il faudrait ajouter également un publiciste, c'est-à-dire un journaliste philosophe, quelqu'un qui était très soucieux de faire connaître ses idées au grand public, et quelqu'un qui aussi avait un pied dans les sciences expérimentales, mais aussi la physique de Newton de son époque. Donc un esprit encyclopédique, mais pas du tout dans la lignée de la première encyclopédie. C'est ce que nous allons voir. Mais
D'abord, Juliette Grange, on dit souvent que Saint-Simon, bon, oui, il est un peu fou, un peu fêlé. Alors, que... On dit cela de tous les penseurs qui dérangent. Et c'est, je pense, dans le champ des philosophes, loin d'être une exception. C'est vrai que Saint-Simon est un peu inclassable, mais qui ne l'est pas, Nietzsche est également inclassable. Des philosophes cyniques, beaucoup de philosophes dans la modernité. Donc je pense que ça n'ôte rien au sérieux de son œuvre, que sa personne ait été parfois un petit peu farfelue dans une époque qui était une époque de très grand bouleversement. Donc il est passé de l'état de gentilhomme à l'état de penseur, va-nu-pied, gagnant très difficilement sa vie, pris dans cette époque qui était un véritable creuset de transformation. Donc, il est vrai, il a survécu difficilement et donc il avait une certaine originalité par rapport à une société plus posée peut-être qui a pu le juger un petit peu négativement. Pierre Musso, un noble qui a connu la Révolution, l'Empire et la Restauration et qui est effectivement inclassable. Sous la Restauration, on ne peut pas véritablement le classer du côté des libéraux, ni évidemment du côté des ultras. Sous l'Empire, il est obligé un peu de se planquer pour diffuser ses idées. Mais c'est vrai que c'est un aventurier, c'est aussi quelqu'un qui est un homme d'entreprise, c'est un petit spéculateur qui a parfois gagné beaucoup d'argent et qui en a beaucoup perdu également. Et c'est un grand philosophe journaliste, Pierre Musso. Oui, comme vous le disiez, il a vécu entre 1760 et 1825 et il commence son œuvre en 1802, c'est-à-dire que les 40 premières années de sa vie, il a d'abord été officier militaire, et ça c'est très important, et ensuite il a été spéculateur sur les biens nationaux de l'Église et industriel. Et cette opposition dans sa pratique entre le moment militaire et le moment industriel est tout à fait fondateur, puisqu'il va penser le prolongement et l'inachèvement de la Révolution française dans cette opposition qui est structurante entre le militaire, ce qu'il va appeler le système féodalo-militaire d'Ancien Régime, et le système qu'il souhaite voir advenir, qui est le système industriel. Et son œuvre est imprégnée de sa pratique. C'est comme Descartes, qui avait été aussi officier, il ne dissocie pas pratique et théorie. Il donne même le primat à l'action. Et même dans son vocabulaire, ça se retrouve. Par exemple, la notion d'avant-garde qui lui vient du terrain militaire. Ah, c'est bien de rappeler cela. Il est l'inventeur du terme avant-garde. C'est-à-dire qu'il l'importe dans le champ du vocabulaire militaire, dans le champ des sciences sociales et dans la philosophie, une terminologie qui vient de sa propre pratique, par exemple l'avant-garde. Et effectivement, il met les artistes. Dans le mouvement des industriels, les artistes sont en tête, parce que vous évoquiez son coin de folie, lui-même revendique ce coin de folie dans la philosophie. C'est tout simplement lié au fait qu'il met en avant l'invention. Il dit « j'écris parce que j'ai des choses neuves à dire ». Et il veut lancer un mouvement national, je le cite, mouvement national d'innovation. Donc ce n'est pas une idée actuelle, simplement, c'est une idée qu'il a déjà développée dans ces années-là. Il ne veut pas simplement critiquer, et il dit la philosophie des Lumières a été critique et nous a conduit à la Révolution. Il veut inventer. Il met l'imagination au même niveau que la rationalité. Les deux, dans sa philosophie, sont tout à fait essentiels. Ce serait bien de rappeler à chaque fois qu'on parle d'innovation quand même que c'est lui qui est à l'origine de cela. Oui. Tout à fait. Et donc les industriels, c'est à la fois l'ensemble des ouvriers, des capitaines d'industrie, y compris des financiers, c'est-à-dire tous ceux qui participent à la production de biens et de services, mais ce sont aussi les savants et les artistes. Et les artistes sont en tête du mouvement des industriels. C'est-à-dire, ce qui est prioritaire, c'est la production. La politique, c'est la science de la production. C'est ça sa grande idée qu'il va avancer, s'appuyant sur les textes de Jean-Baptiste Say notamment. Mais ça, c'est aussi lié à sa pratique d'industriel. Et c'est-à-dire qu'il sait ce qu'est une entreprise. Et il va associer la société avec un grand S à la société au sens de l'entreprise. La France est comme une manufacture et un atelier. Alors pourquoi on a tendance à l'occulter ? Ah ben ça, il a été enseveli à plusieurs reprises parce que c'est une mine. Son œuvre est une véritable mine, une source, une ressource. Tout le monde l'a utilisée.
Et on l'a peu cité parce qu'il a été effacé par beaucoup de ses successeurs, à commencer par les Saint-Simoniens qui ont transformé complètement sa pensée, Auguste Comte et le positivisme, le marxisme qu'il a classé dans les socialistes utopiques, mais on l'exhume, si je puis dire, de façon récurrente chaque fois qu'il y a une situation de crise. Et ça, je crois que c'est très important. Par exemple, dans les années 29-30, il y a eu un néo-saint-simonisme. Par exemple, dans les années 60, et encore à nouveau aujourd'hui. Parce que c'est un penseur de la transition sociale et de la crise sociale, et comme vous le disiez dans votre introduction, du changement social, qui est le grand concept de la sociologie, puisque en fait Auguste Comte a été son collaborateur et son secrétaire, c'est lui qui invente le mot sociologie, mais la pensée sociologique, comme le dit bien Durkheim, elle est chez Saint-Simon, les grands concepts sont là. Alors c'est effectivement ce qui est très 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 frappant lorsqu'on parcourt ces livres, ces œuvres complètes, ce coffret. J'étais moi-même sidéré de voir que la plupart, disons, des questions qui nous occupent aujourd'hui concernant le bien-être de la société, par exemple l'expression bien-être se trouve chez Saint-Simon. Elle n'est pas du tout uniquement une invention de Monsieur Stiglitz, le prix Nobel de l'économie, mais on a toujours l'impression effectivement que les choses nouvelles sont nouvelles alors qu'elles sont déjà plus qu'en germe à l'aube du 19e siècle et de l'industrie naissante, Philippe Régnier. Vous avez tout à fait raison d'insister sur cette actualité qui est particulièrement brûlante en ce moment, où nous sommes dans une situation de perplexité par rapport à notre avenir. Saint-Simon demeure dynamique et ressource pour nous projeter un peu vers l'avenir. Un exemple, un seul exemple. Donc, il termine sa carrière intellectuelle sur une œuvre qui s'appelle Le Nouveau Christianisme et dans laquelle il formule à plusieurs reprises une idée qui va être portée, reprise par sa postérité et qui en gros se résume sous cette forme qui est pratiquement celle d'un théorème. Toutes les institutions sociales doivent avoir pour but l'amélioration physique, morale et intellectuelle de la classe la plus pauvre et la plus nombreuse. Il n'y a pratiquement rien à retirer par rapport aux objectifs que devrait avoir une société dignement constituée. Voilà, et ça, c'est à la fois, si vous voulez, de la sociologie et du socialisme. Juliette Grange. Oui, en même temps, Saint-Simon est un penseur très intempestif par rapport à l'état de notre réflexion, car il propose une industrie au service de la société. C'est cela, pour lui, le socialisme. Et donc, il a une conception de la production qui est non crématistique, pour reprendre ce terme d'Aristote. Expliquez. Cela veut dire qu'on n'est pas supposé faire travailler l'argent pour produire de l'argent, pour dire les choses un petit peu de manière simpliste. Donc, il a une conception non capitalistique de la production. Donc, je pense que c'est un penseur très intempestif, c'est-à-dire nous sommes très très loin d'avoir ne serait-ce que quelques éléments de parenté avec ce qu'il propose. Donc, c'est pas un penseur révolutionnaire au sens où il n'y a pas de lutte des classes et il ne propose pas un grand soir quelconque, mais c'est un réformiste radical et je crois que ses propositions sont tout à fait intéressantes pour qui veut réfléchir de manière radicale sur les changements sociaux qu'il faudrait opérer. Voilà ce qu'écrivait Henri de Roche dans une présentation du nouveau christianisme dans un livre qui était paru en 1969. Mais on trouve dans votre préface des expressions similaires. À propos de Saint-Simon, donc, il y a en lui du Machiavel et du Marx, du Condorcet et du Proudhon, du Babeuf et du Bonald, le siècle des Lumières et le romantisme, le XVIIIe siècle encore et le XXe siècle déjà. Il a été revendiqué comme prédécesseur aussi bien par la droite que par la gauche. Les grands féodaux du Second Empire ont honoré sa mémoire et sur un obélisque de Moscou, son nom est inscrit parmi les héros de la révolution communiste. Pour autant, son souvenir fut largement refoulé dans la mémoire de sa propre nation, et la légende rose ou noire a tendu à momifier son esprit et son âme. Pierre Mussot. Oui, il est un penseur de la réforme. D'ailleurs, lui-même se déclare réformateur. Pourquoi ? Parce qu'il a vécu la Révolution française, il a vu qu'un grand bouleversement
n'avait pas abouti au changement de système social. La Révolution française n'a fait que changer des têtes, elle en a même coupé quelques-unes, et elle a fait la Déclaration des droits de l'homme. Pour Saint-Simon, c'est le mélange de ce qu'il appelle l'avocasserie, c'est-à-dire les juristes, et les métaphysiciens. Et il appelle la Déclaration des droits de l'homme de la haute jurisprudence avec de la haute métaphysique. Or, lui, il veut, ayant constaté que la Révolution française n'a pas transformé le système social, il veut chercher le point de passage, le micro-déplacement pour opérer la transition. Et il va le trouver, cette opération, dans le budget de l'État. C'est-à-dire, vous savez qu'il oppose les abeilles et les frelons. C'est-à-dire, les abeilles sont les industriels, les frelons, ce sont tous ceux qui consomment sans produire. On l'a entendu dans l'Exergue, dans le texte. Absolument. On ne l'a pas lu inaugural. jusqu'au bout, parce que si on lit cette parabole, enfin c'est le terme d'un de ses disciples, mais qui est un extrait de l'Organisateur de 1819, il y a une deuxième partie dans laquelle il dit « Mais si on supprimait le haut clergé, la haute fonction publique, les ministres, la noblesse, etc., il n'en résulterait aucun mal pour l'État. » Et d'ailleurs, ça va le conduire devant la cour d'assises, puisque dans sa liste, il avait mis le duc de Berry, qui va se faire assassiner en février 1820. Donc, entre les abeilles et les frelons, il y a une véritable opposition, une coupure dans le monde temporel, comme il l'appelle, et entre le monde féodalo-militaire et le monde industriel. Et pour trouver le passage, c'est la loi de finances qui est le point clé pour Saint-Simon. Je vous cite, si vous permettez, un tout petit extrait du Politique, qui est un de ses textes importants. Quelle année, le Politique ? 1818 et 19, 18 et 19. Il dit ceci, et moi j'ai appelé ça le syllogisme de sa science politique. Proposition majeure. Le plus grand, le plus important des pouvoirs confiés au gouvernement est celui d'imposer les citoyens. C'est de ce droit que découlent tous ceux qu'il possède. La science politique consiste donc essentiellement aujourd'hui à faire un bon budget. Proposition mineure. Or, la capacité nécessaire pour faire un bon budget est la capacité administrative. Conclusion, d'où il résulte que la capacité administrative est la première capacité en politique. Autrement dit, il oppose la capacité industrielle, c'est-à-dire la compétence, l'aptitude, au pouvoir. Et le pouvoir, pour lui, c'est la politique machiavélienne, c'est-à-dire c'est la force et la ruse. C'est la fameuse phrase d'Enfantin, qui n'est pas de Saint-Simon, passer de qui la était un disciple de un Saint-Simon. des disciples de Saint-Simon, passer de la domination des hommes à l'administration des choses. Et aujourd'hui, je crois qu'on a un peu inversé la formule, parce qu'on est passé du gouvernement de l'administration des choses au gouvernement des hommes. Alors nous allons essayer encore de clarifier ce réformisme radical de Saint-Simon, sachant que lorsqu'on parle de Saint-Simon, on parle aussi du siècle des Saint-Simoniens, puisque du nouveau christianisme au canal de Suez, il y a un certain rapport. Je rappelle qu'il y a eu à la Bibliothèque nationale de France une exposition qui portait ce nom, le siècle des Saint-Simoniens, il y a quelques années. Il y a d'ailleurs à la Bibliothèque de l'Arsenal à Paris une salle saint-simonienne où l'on peut voir un certain nombre des habits des Saint-Simoniens donc qui ont succédé à Saint-Simon lui-même. Mais auparavant, écoutons Raymond Aron sur le mouvement socialiste dans une archive de 1972 et nous nous demanderons si Saint-Simon est réformiste ou précurseur du socialisme. Durkheim explique le développement du mouvement socialisme et le développement de la sociologie par la même cause fondamentale, c'est-à-dire les difficultés de la société industrielle. Et d'autre part, Durkheim prétend appliquer la méthode sociologique à la définition, à l'analyse, à l'étude du mouvement socialiste, le mouvement socialiste étant d'ailleurs défini de manière assez confuse, simultanément par les idées dont il se réclame et par la réalité que ce mouvement constitue. Ce double caractère du mouvement socialiste que Durkheim veut définir ne va pas sans quelque équivoque, car dans la mesure où Durkheim prétend saisir le mouvement d'idées, il reste à savoir si l'idée qu'il considère comme fondamentale, c'est-à-dire faire arriver à la conscience claire des fonctions économiques aujourd'hui diffuses dans la société, il reste à savoir si une idée de cet ordre représente ce que les différentes doctrines socialistes ont voulu atteindre. Donc Durkheim était convaincu de donner une définition scientifique du mouvement socialiste
mais je pense que pas mal de socialistes ne se seraient pas reconnus dans la définition qu'il en donnait. Voilà, me semble-t-il, un point de départ possible pour la discussion, avec une fois de plus l'accent mis sur la parenté entre socialisme et sociologie dans la conception à l'origine du XIXe siècle de Saint-Simon et d'Auguste Comte et à la fin du XIXe siècle d'Émile Durkheim lui-même. À l'origine du socialisme au début du XIXe siècle, on voit bien là le problème, c'est est-ce qu'il est vraiment à l'origine du socialisme? Pierre Mussot. D'abord, le mot socialisme est inventé plus tard. Il ne l'emploie jamais. Il est inventé dans le sens moderne, parce qu'en fait, il est apparu à la fin du XVIIIe, mais dans le sens moderne, il apparaît dans les années 30, et notamment chez Pierre Leroux. Mais et il n'y a pas le mot socialisme chez Saint-Simon. Chez Saint-Simon, il y a, et il le revendique en 1824, dans le Catéchisme des industriels, l'industrialisme. C'est lui qui introduit aussi le substantif industriel. Et il veut créer avec l'industrialisme, et il le dit clairement, un parti politique pour donner aux industriels la conscience et la capacité d'agir pour transformer la société. Il va même à définir le parti politique moderne avec un emblème, avec un catéchisme, avec une Bible, peut-être le nouveau christianisme, avec un chant des industriels qu'on a écouté. Donc il veut mettre en scène, il veut populariser, il veut vulgariser cette doctrine industrialiste. Donc il est d'abord un industrialiste, et je crois que, comme l'a montré beaucoup plus tard, et Aron l'avait bien vu, Burnham notamment, dans son texte sur le management, il y a une ambiguïté. François Péroux l'avait vu aussi dans ce terme d'industrialisme, parce qu'on peut l'appliquer aussi bien au socialisme qu'au capitalisme. Et que la matrice commune aux deux systèmes sociaux, dont le clivage est apparu au 19e, est traversé par l'industrialisme. Et aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on pose la question à nouveau de l'industrialisme, à la fois parce que la question de l'industrie revient centralement dans le système capitaliste en crise, et parce que la doctrine managériale envahit aujourd'hui le champ politique et industriel. Juliette Grange, ça fait beaucoup d'origine, parce que Saint-Simon, père de l'industrialisme, ça d'accord, mais bon, certains, c'est vrai, en font un père du socialisme, d'autres disent qu'il est à l'origine du management. Daniel Bell, par exemple, qui avait écrit son livre sur la fin des idéologies en 1960, dit qu'il est à l'origine du management. Et Hayek, et Proudhon, pardon, j'oubliais, à l'origine de l'anarchisme. Ça fait beaucoup pour un seul homme, Juliette Grange. De fait, et il y a, par rapport à ce que dit Raymond Aron du socialisme en général, c'est-à-dire, citant Durkheim, le socialisme, c'est le rattachement des fonctions économiques au centre directeur et conscient de la société. Il y a une dimension supplémentaire chez Saint-Simon qui est celle d'un certain esprit ou d'une proposition de morale dans la continuité du christianisme, qui serait une forme de morale sociale essentiel pour le socialisme. Donc il y a l'esprit du socialisme. Alors c'est l'esprit du socialisme. Alors c'est assez difficile à définir en une formule, mais c'est très loin de ce que nous avons dit jusqu'à présent, et on en trouve vraiment l'expression dans le nouveau christianisme. Philippe Régnier. Oui, la force de Saint-Simon, c'est peut-être qu'il associe donc une réflexion sur l'industrie, sur la production, sur l'économie, à une réflexion sur le spirituel, sur l'idéologique, le soft, comme disent, paraît-il, maintenant les Chinois. Et donc, il fait un gros effort pour articuler les deux, d'où le nouveau christianisme qui, par rapport à ce terme, ce drapeau de l'industrialisme, est un terme un petit peu étonnant. C'est tout simplement parce que, non pas qu'il mette un contenu mystique, pas du tout, il n'est pas du tout mystique, il est au contraire vraisemblablement complètement athée, radicalement athée. Non pas donc qu'il soit mystique, pas du tout, mais il prend en compte pour le changement social la nécessité de passionner les masses et les élites pour un même objectif de changement. Il ne suffit pas d'énoncer une théorie industrialiste, de constater que l'industrie c'est fondamental pour produire, mais il faut entraîner toute la société.
Juliette Grange Je dirais qu'il veut retrouver l'inspiration du christianisme primitif, l'esprit du christianisme, une petite citation du nouveau christianisme. La religion chrétienne propose pour but terrestre aux fidèles l'amélioration la plus rapide possible de l'existence morale et physique du pauvre. Jésus-Christ a promis la vie éternelle à ceux qui travailleraient avec le plus de zèle à l'accroissement du bien-être de la classe la plus nombreuse. Donc vous avez à la fois un motif politique au sens large et noble et un motif, comment le désigner, spirituel, de morale sociale. Ceci, non pas, à mon avis, il n'est pas du tout athée, ceci dans la continuité du christianisme, mais bien au-delà du christianisme, qui, d'après lui, se compromet dans les églises, c'est-à-dire dans des institutions qui sont très souvent proches du pouvoir conservateur. Et se compromet avec le pape aussi, parce qu'il n'était pas très papiste. Non, il n'est pas papiste, mais bon, c'est pas ça l'important, je pense. Non. Pierre Musso. Oui, l'industrialisme, bien sûr, c'est le culte de la production et du travail. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, on peut l'aborder par l'économie. Comme je rappelais, la politique, c'est la science de la production. Mais ça ne suffit pas pour Saint-Simon, parce que sinon, peuvent exploser les égoïsmes, justement. Et le mot socialisme est venu contre le mot individualisme, que n'emploie pas non plus Saint-Simon. Mais Saint-Simon a très peur de l'explosion des égoïsmes. Et c'est pour ça qu'il maintient dans toute son œuvre, du début à la fin, pas simplement dans le nouveau christianisme, la nécessité de la religion. Alors ça peut paraître paradoxal puisqu'il est pour une religion laïque qui vient se substituer à la religion chrétienne et donc il veut mettre la science au pouvoir spirituel. Et donc ça, la nécessité de garder la religion, c'est la réponse que sollicite Durkheim. Il ne suffit pas d'avoir l'industrialisme, il faut une morale, il faut un ciment, une colle pour tenir la société. Et la religion, ça veut dire religarer, entre autres. Et ce lien social, c'est pour ça que Saint-Simon associe dans l'industrialisme à la fois la vision économique et politique et la religion et la morale. Les deux sont indissociables. On pourrait parler d'économie symbolique, si on veut, pour parler comme Dumont. Et les deux sont indispensables. Alors, c'est très lié à sa vision du changement social. Il veut penser le changement social, mais en ne supprimant rien dans la société. La société, en ne détruisant rien. En ne détruisant rien. Donc l'État va être marginalisé, parce que c'est la bureaucratie, ça coûte cher, ça prend beaucoup d'argent pour le budget, c'est les frelons qui se servent contre les abeilles. Donc l'État va être marginalisé, mais ça reste un mal nécessaire. Et la religion, de la même façon, va être marginalisée, ramenée sur le terrain temporel, paradoxalement, sortie de l'instant spirituel et devenir un simple lien social pour des sociétaires. Et c'est ça la formule, puisque la nation est une manufacture, la morale sera celle des sociétaires, c'est-à-dire l'amour fraternel au sens paulinien du terme. Bien, nous allons écouter Léon Blum dans une archive de 1929 et vous me direz après, en écoutant de quoi est né le socialisme, s'il y a des restes de saint-simonisme chez Léon Blum. De quoi est né le socialisme ? De la révolte des plus nobles sentiments de l'âme humaine, blessée par la vie, méconnue par la société. Le socialisme est né de la conscience de l'égalité naturelle, alors que la société où nous vivons est tout entière fondée sur le privilège. Il est né de la compassion et de la colère que suscitent en tout cœur honnête ces spectacles intolérables, la misère, le chômage, le froid, la faim, alors que la terre, comme l'a dit un poète, produit assez de pain pour nourrir tous les enfants des hommes, alors que la subsistance et le bien-être de chaque créature vivante devraient être assurés par son travail, alors que la vie de chaque homme devrait être garantie par tous les autres. Il est né du contraste à la fois scandaleux et désolant entre le faste des uns et le dénuement des autres, entre le labeur accablant et la paresse insolente. Il n'est pas, comme on l'a dit tant de fois, le produit de l'envie qui est le plus vil des mobiles humains, mais de la justice et de la pitié qui sont les plus hauts.
François Lecure, vous écoutez Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, émission consacrée à Saint-Simon, à l'occasion de la parution des œuvres complètes de Henri Saint-Simon, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, dans un magnifique coffret. Émission en compagnie de Juliette Grange, Pierre Musso, Philippe Régnier. Philippe Régnier, nous avons entendu à l'instant le chant des chemins de fer d'Hector Berlioz et auparavant une archive de Léon Blum, De quoi est né le socialisme, disais-je, qui est de 1929. Alors Léon Blum, vous pensez qu'il avait lu Saint-Simon ? À l'écouter, à vrai dire, on ne peut pas s'en rendre compte. Je pense qu'il l'a lu, de même qu'il a lu certainement un certain nombre de textes fondateurs. Mais là, en l'occurrence, le ton ne convient pas du tout. Si vous lisez les œuvres de Saint-Simon, comme j'invite les auditeurs à le faire, réellement, le misérabilisme qui... c'est pas son genre. Voilà, c'est pas du tout son genre. C'est pas du tout son genre. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment la production, la science. Il n'y a pas chez lui d'expression de compassion, pas du tout. Il réfléchit positivement. Et par exemple, quand il s'exprime, et on a retrouvé quelques textes qui n'étaient pas connus, quand il s'exprime sur ce qu'il appelle la dernière classe du peuple, en réalité, ce qui l'intéresse, c'est ceux dont il peut améliorer rapidement l'éducation, parce qu'il s'est occupé d'éducation, et il ne s'intéresse pas aux familles les plus déstructurées. Ceux qu'il voudrait éduquer en premier parmi les ouvriers, c'est ceux qui ont déjà des connaissances techniques. C'est ça qu'il vise, parce qu'ils peuvent directement, en améliorant leur instruction, avoir une meilleure production. Mais Philippe Régnier, il avait trouvé la solution quand même pour la diffusion de ses idées. D'abord, il se passe des journalistes, si je puis dire. Enfin, dialogue très socratique. Il s'auto-interviewe lui-même. Alors c'est vraiment c'est bien. Comme ça, il arrive à expliquer. Alors quand on lit le nouveau catéchisme industriel, c'est étonnant, quoi. Je crois que ce serait une solution pour un certain nombre d'hommes politiques aujourd'hui de s'auto-interviewer, non ? Alors, pardon, il ne se passe pas des journalistes, il devient journaliste. Il se fait journaliste. Et ce que nous ne comprenions pas avant cette édition, c'est qu'un certain nombre de ces textes, comme celui qu'évoquait Pierre tout à l'heure, le politique, sont des journaux. Ce sont des journaux, ce qu'on appelle à l'époque des semi-périodiques. Donc il a tout un système avec des abonnés et des souscripteurs qui lui permettent de faire fonctionner un modèle économique de journalisme à une époque où c'est très difficile. Et dans sa conception de son action à lui-même, il intègre la dimension communication médiatique. Pierre Musso, c'est un grand communicant, Saint-Simon, non ? Oui, mais pour une raison de fond aussi. Ah oui, c'est que dans la société, pour lui, il maintient, et il dit du début à la fin de son œuvre, il y a une ligne de démarcation, c'est lui qui introduit encore ce terme de façon très forte dans l'œuvre, qui vient aussi du vocabulaire militaire. Il y a une ligne de démarcation qu'il ne faut pas changer dans une société, c'est la distinction entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. L'espace spirituel, c'est celui de la religion, de la science. Le temporel, c'est les féodaux militaires qui cèdent la place aux industriels. L'espace du temporel, c'est là qu'il y a l'utilité. Le critère, c'est l'utilité, et l'espace du spirituel, c'est la vérité. L'utilité ne peut être jugée que par l'opinion publique. Et je vous cite Saint-Simon, Il existe dans tous les pays une force supérieure à celle des gouvernements, c'est celle de l'opinion publique. Et il ne cesse de répéter cette formule, l'opinion publique est devenue la reine du monde. Et c'est parce que l'opinion publique sait définir l'utilité. Oui, mais c'est une dimension positive chez lui. Oui, mais seule l'opinion publique peut définir ce qu'est l'utilité collective.
et l'utilité, donc le critère du gouvernement. Et donc cette distinction, dit-il, qui a été introduite, et là je renvoie aux travaux de Pierre Legendre, c'est la fameuse skise chez Pierre Legendre, qui a été introduite par le pape Hildebrand. Alors je ne suis pas sûr que la fameuse skise soit comprise de nos auditeurs immédiatement. Alors, la fameuse skise, c'est ce qu'a introduit Pierre Legendre dans son bouquin. Nous avons croisé effectivement Pierre Legendre hier soir, Pierre Musso, on peut le dire, puisque nous étions à la Collège de France. leçon inaugurale de Alain Supiot, et l'œuvre de Pierre Legendre a été saluée par le dit Alain Supiot. Absolument. Alain Supiot qui sera reçu au nouveau chemin de la connaissance vendredi prochain. Vous voyez. Parfait. Alors, oui. Et donc la fameuse skise dont parle Pierre Legendre dans un de ses livres qui s'appelle Le Monument romano-canonique, romano-chrétien, pardon, eh bien, dans ce livre, il explique que le pape Hildebrand, et Saint-Simon le cite à plusieurs reprises, ce fameux pape Grégoire VII, il y a une distinction entre le temporel et le spirituel, et cette ligne de démarcation, elle est structurante chez Saint-Simon. Et quand il y a crise dans une société, c'est qu'on confond le spirituel et le temporel. Pour lui, donc, le changement social va faire passer dans le champ spirituel de la domination de la religion à la domination de la science, et dans le champ temporel, de la domination des féodaux et des militaires, donc de la force et de la ruse, aux industriels. Le critère de jugement dans l'espace temporel de ce qu'est l'utilité, et donc cette fameuse référence à l'utilité, bien sûr, chez Bentham, il renvoie à Bentham, eh bien, le critère de jugement de l'utilité, c'est l'opinion publique. Seule l'opinion publique peut juger de l'utilité du pouvoir. C'est pour ça, c'est pas le gouvernement va être réduit à un mal nécessaire, va être réduit à un surveillant de collège, dit-il, parce que ceux qui peuvent juger de l'utilité, ce sont les industriels, c'est-à-dire les savants, les ouvriers, les artistes, qui constituent les 24-25e de la société. Juliette Grange. Oui, un des grands apports de Saint-Simon, à mon avis, un peu méconnu et peu commenté, c'est sa proposition d'un dépassement de l'utilitarisme à partir de l'utilitarisme. Il pense que la poursuite de l'intérêt et du bonheur individuel se fait désormais par l'organisation collective, qui n'est pas collectiviste. Autrement dit, il reconnaît bien le fondement de l'utilitarisme, c'est-à-dire que chacun vise le bien-être et la prospérité, mais il pense qu'il convient de le faire désormais que les individus comprennent désormais que c'est par une coopération et non un collectivisme qu'ils vont atteindre ce bonheur. Mais en même temps, et c'est là où sa pensée est complexe et intéressante, certes, il sépare spirituel et temporel, et c'est une des conditions de la liberté, quelque part, mais en même temps, il pense que ces deux dimensions se rejoignent quelque part. Alors je cite encore, et je m'arrête là, le nouveau christianisme, la société doit être organisée d'après le principe de la morale chrétienne. Toutes les classes doivent concourir de tout leur pouvoir à l'amélioration morale et physique de l'existence des individus composant la classe la plus nombreuse. Toutes les institutions sociales doivent concourir le plus énergiquement et le plus directement possible à ce grand but religieux. Donc la religion n'est pas un vague ciment, un supplément d'âme, un reste, mais je pense qu'il y a une convergence ici entre spirituel et temporel, et l'idée que c'est humblement, aussi par des moyens concrets, que des grandes valeurs spirituelles peuvent être mises en œuvre. Alors, donc dépassement de l'utilitarisme et ce point de convergence entre spirituel et temporel, ça me paraît deux idées forces de la proposition de Saint-Simon. J'entends bien le mot important que vous avez prononcé, néanmoins c'est le mot organisation, parce que théorie de l'organisation, organisation du travail, alors c'est un mot qui, chez Saint-Simon, est importé de la science physiologiste, qui provient de la métaphore de l'organisme. Et organisation, alors on vient de voir à l'instant que Léon Blum n'était pas très saint-simonien, en tout cas dans l'extrait que nous avons entendu. Michel Rocard, qui est un théoricien à sa manière de l'organisation, puisqu'il avait lu Henri Atlan et qu'il y a eu des théoriciens de l'organisation dans les années 60-70. Avait-il lu Saint-Simon, Pierre Musso ? J'en sais rien, c'était l'auto-organisation. Ah oui, c'est l'auto-organisation, mais enfin c'est le même mot. Et oui, mais c'est important la question de l'auto-organisation, y compris chez Saint-Simon, qui n'emploie pas évidemment ce terme. Oui. C'est la religion, il faut bien voir chez Saint-Simon qu'elle a deux dimensions. D'une part, comme système d'explication de l'univers, elle est disqualifiée. Donc là, on est dans le spirituel, ce qu'il appelle l'espace spirituel, et elle doit être remplacée tout simplement par la science. Mais dans l'espace temporel, la religion est indispensable.
comme lien social. Et donc, il faut bien avoir en tête cette dualité de la définition de la religion j'ai bien compris, mais est-ce chez Saint-Simon. Oui, mais organisation et coopération, c'est pas la même chose. Le terme d'organisation, chez Saint-Simon, il est important parce que la société, dit-il, est une machine organisée. Et on ne peut pas disséquer. Et effectivement, il fait souvent l'analogie avec le corps vivant. Là, il s'appuie sur les travaux, bien sûr, de Lamarck, de Vicq d'Azir, de Cabanis et de Bichat, qu'il porte au nu. Donc, la question qu'il pose, c'est comment réguler la société. Parce qu'un organisme a sa propre finalité, évidemment. S'il y a la douleur, il sait qu'il faut corriger. Mais la société doit définir ses finalités. Et ces finalités, elles doivent être définies collectivement, comme dans un atelier, par les sociétaires. Philippe Régnier. Oui, pour vous retracer très rapidement, très schématiquement la filiation, Saint-Simon pose l'idée d'organisation sociale. Par la suite, les Saint-Simoniens, qui sont beaucoup frottés d'économie politique, développent, répandent cette idée de l'organisation du travail. Louis Blanc, et c'est là le chaînon important, Louis Blanc, en 1848, donne au socialisme ce contenu d'organisation et cette expression d'organisation du travail, et évidemment, la suite, vous la connaissez. Je voudrais simplement dire que pour que ce soit clair, ce mot de religion, c'est l'ancienne religion que Saint-Simon critique, mais il ne dit pas que la société pourra se passer de religion. Au contraire, il assure que la religion est un fait qui va se répéter, se reproduire, durer. D'où le nouveau christianisme. Simplement, c'est le contenu scientifique de la religion qu'il change. Et dans le cas précis, il y rajoute, si vous voulez, les sciences sociales. Et il fait, si vous voulez, des sciences sociales un moyen de comprendre et de diriger la société, de lui apporter une destination, de lui donner un but, de fixer un but. C'est en ce sens, la nouvelle religion qu'il appelle de ses voeux, elle intègre la sociologie qu'il est en train de fonder. La sociologie et l'industrie, Saint-Simon parviendra-t-il à réindustrialiser le pays France? Écoutons l'archive. C'est la déclaration d'Arnaud Montebourg dans les colonnes des Échos qui a déclenché la polémique. Le ministre du Redressement productif affirme ne plus vouloir de Mittal en France. Quelques jours plus tôt, Arnaud Montebourg et Michel Sapin demandaient au groupe de sidérurgie d'accepter de céder l'ensemble du site de Florange et non la simple portion qu'il souhaite fermer. Arnaud Montebourg menace Mittal d'une nationalisation temporaire en cas de refus. Réaction de Lakshmi Mittal dans le quotidien Le Monde. Le patron du géant de l'acier se dit extrêmement choqué par les déclarations du ministre français. Ce dernier a d'ailleurs atténué ses propos depuis. La présence industrielle de Mittal n'est pas remise en cause en France. Il y est présent et très présent, à la condition que M. Mittal accepte de céder la totalité du site de Florange qu'il n'a pas voulu. Il faut dire que le temps presse pour le gouvernement. ArcelorMittal laisse jusqu'à samedi à l'État français pour trouver un repreneur au Haut-Fourneau de Florange. François Hollande rencontre donc Lakshmi Mittal pour tenter de trouver une issue et éviter la fermeture pure et simple de ces Hauts-Fourneaux. I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry. Oui, chers auditeurs, il suffit de soulever le couvercle de l'industrie pour que tout ressurgisse. Vous l'avez peut-être entendu, le projet de nationalisation de Florange et de Mittal fait des vagues. Vous avez peut-être entendu les Anglais traiter le gouvernement français de sans-culotte. Vous avez peut-être entendu le PDG de Mittal dire combien il était attristé de devoir payer une somme de plus de 300 000 € pour avoir dérogé au droit du travail
pays français. Nous sommes là au cœur non seulement d'un conflit social, mais d'une véritable question de droit social, Pierre Mussot, qui n'est pas tellement étrangère aux préoccupations de Saint-Simon. Oui, la fameuse image des abeilles et des frelons, je crois qu'elle est tout à fait d'actualité. D'ailleurs, elle avait ressurgi dans le discours du Bourget du candidat président François Hollande lorsqu'il opposait le monde de l'industrie et de la production au monde de la finance spéculative. Et je crois que cette image renvoie à une réalité et à des débats publics et politiques extrêmement forts aujourd'hui. Mais il ne suffit pas d'appeler l'usine, d'appeler le travail, d'appeler la production. Il faut aussi l'esprit industriel. Et c'est ce sur quoi a beaucoup insisté Saint-Simon, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans le débat, c'est l'entreprise sans usine, comme l'appelait M. Tchourouk, les fablesses, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire comme si l'industrie pouvait se développer sans outils de production. Or, qu'est-ce que c'est que l'entreprise et l'usine ? C'est le lieu de convergence et de concentration de tous les savoirs, ce que Saint-Simon appelait les capacités aussi. Ce que Saint-Simon appelait les capacités, les compétences, celles du financier, du scientifique, de l'artiste, etc. Et c'est en ça que l'industrie est aujourd'hui centrale. C'est pas simplement comme lieu de production au sens du 19e siècle, c'est le lieu de concentration de tous les savoirs pour transformer et produire. C'est ce qu'on appelle, Juliette Grange, aujourd'hui, le capital humain. Sauvons le capital humain. Il y a une autre actualité de Saint-Simon, c'est Saint-Simon a ouvert un espace théorique, celui de la science de l'homme, et il a marqué le rôle politique et social de ce que nous appelons les SHS, les sciences humaines et sociales, pardon. Donc cette société industrielle a besoin d'un type de connaissance, et pas simplement les sciences dures, mais c'est une forme neuve de savoir. C'est pour ça qu'il prend à la biologie un certain nombre de concepts pour penser ce champ nouveau, avec le terme par exemple d'organisation sociale, qu'il transpose d'un champ du savoir à l'autre. Donc Saint-Simon a pensé le rôle d'une forme de connaissance très particulière qui vise à l'exactitude, mais par des moyens peut-être un petit peu différents que ses sœurs de la physique et de la chimie et de la biologie, et qui, d'après lui, doit avoir un rôle primordial donc, dans notre transformation sociale radicale. Philippe Regnier. Oui, la lecture attentive des textes nous a montré, par exemple, que Saint-Simon appartenait à la Société pour l'encouragement de l'industrie et donc travaillait dans la société civile à concevoir et promouvoir l'idée d'industrie, avec un savant et un industriel comme Chaptal, ou avec une banque très puissante de l'époque qui était les Perrier. Donc, avec ce groupement, à l'intérieur de ce groupement, depuis l'intérieur de ce groupement, il s'efforçait de répandre dans la société l'idée d'industrie, y compris d'ailleurs en s'adressant au roi, puisqu'il y a un certain nombre de lettres adressées au roi dans lesquelles il l'appelle à devenir lui-même, d'une certaine manière, un chef d'industrie. Vous êtes d'accord avec cette idée, Pierre Mussot, que Saint-Simon serait aussi le penseur du capital humain, des compétences, ou de ce que j'ai appelé tout à l'heure dans mon exergue, les chaînes de valeur ? Tout à fait. Quand il oppose le terme capacité au terme pouvoir, je crois que c'est ce qu'il veut centralement dire, c'est-à-dire les compétences de ceux qui gouvernent, c'est des compétences de la force et de la ruse, de la science politique de Machiavel. Or, les nouvelles compétences de l'industrie sont justement les aptitudes, les savoirs, depuis le savoir-faire de l'artisan jusqu'au savoir du savant. Et c'est ça qui définit pour lui l'entreprise, l'industrie. Et je crois que c'est une idée extrêmement forte. On pourrait la qualifier aujourd'hui de capital humain. Je voudrais juste ajouter une idée très innovante chez Saint-Simon, c'est qu'il propose dès 1813 la réorganisation de l'Europe. Et il est pour une Europe confédérale, autour, à l'époque du couple franco-anglais. Je vous cite une phrase de Saint-Simon, très courte. « Je n'ai qu'une passion, celle de pacifier l'Europe, qu'une idée, celle de réorganiser la société européenne. » Juliette Grange,
4 volumes, œuvre complète de Saint-Simon aux presses universitaires de France. 8 années de travail. Par quoi faut-il commencer? J'offre cela à Noël, c'est un peu lourd, hein, vous voyez, là je soulève, ça ne se voit pas, ça s'entend peut-être. Par quoi on commence, Saint-Simon? On commence peut-être pas par le début, tout dépend quel usage on a de ce volume. Je pense qu'il y a plusieurs types de lecteurs possibles. Nos amis chercheurs qui peut-être effectivement peuvent faire une lecture continue, mais moi j'inviterais plutôt les moi, lecteurs à aller de droite à gauche, aller de volume en volume picorer. Pour commencer, picorer. Philippe Régnier, rapidement, par quoi vous conseillez? Écoutez, pour briser très vite, pour briser l'image d'un Saint-Simon philosophe trop sérieux, les lettres qu'il écrit à Dubois lorsqu'il est en Normandie et qu'il essaie de constituer un petit groupe de penseurs. Pierre Musso, par quoi on commence? Par le volume 1, et on va jusqu'à la fin, 3500 pages, 3500 pages, dans l'ordre chronologique. Et d'ailleurs, le premier texte, Les lettres d'un habitant de Genève assez contemporain, est une sorte d'introduction et de résumé de ces grandes idées. Donc, commençons par le volume 1. Et le nouveau catéchisme, Juliette Grange? Le nouveau christianisme. Et il n'y a pas le nouveau catéchisme des industriels? Si, aussi, mais on peut lire le nouveau christianisme, je pense, c'est un texte très accessible. Mais évidemment, on peut aussi commencer par les lettres d'un habitant de Genève. À chacun de voir de quel temps il dispose. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour ces œuvres complètes de Saint-Simon. Chanson poétique et révolutionnaire. Je peux pas dire qu'elle était vulgaire ou arrogante, était même plutôt au contraire élégante, comme une tartine de confiture dans le café, comme un graffiti sur le mur des WC. Je l'ai rencontré dans une manif pacifiste, sa castagne est sérieux avec la police. Je m'étais fait mal en balançant un pavé, je m'étais foulé la cheville du bras, le poignet. Elle était socialiste, protestante et féministe, un peu chiante et un peu triste, institutrice. Croyait que le matin du grand soir allait venir, croyait au grand souffle d'espoir sur l'avenir. Genre de conneries que déjà quelque part j'avais lu, dans Minute ou dans un journal, je sais plus. Elle m'a parlé de Bernard Tapie, enthousiaste, m'a dit qu'il avait du génie et de la classe. Je lui ai dit t'as raison Ginette, c'est Karl Marx, en plus balèze, en plus honnête, en plus efficace. Moi j'étais rien du tout. Attention, Bernard Tapie revient. C'était Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, proposé par Philippe Petit. Vous retrouverez cette émission sur le site internet de France Culture à la page des Nouveaux Chemins, où vous attendent nos téléchargements, les émissions de la semaine, les écoutes en ligne des émissions précédentes, ainsi qu'une bibliographie. La semaine prochaine, les Nouveaux Chemins du lundi au jeudi, présentés par Adèle Vendrette, seront consacrés au thème de l'autre, en collaboration avec le magazine littéraire, sans oublier le journal de François Noudelman. Et je vous retrouverai, quant à moi, le vendredi 7 décembre, en compagnie de Christophe Dejour et de Alain Supiot, qui vient d'être reçu au Collège de France. Nous parlerons du travail.